à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de présentation d'uniforme. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter l'uniforme porté par un Panzerpionier intégré au sein du Pionier Abteilung 79 de la 4e Panzerdivision après la campagne de France de 1940. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier tout particulièrement Parabellum Shop et War Militaria pour leur éternel soutien. Vous pourrez retrouver les liens de ces différentes boutiques dans la description de cette vidéo. Mais il me faut rappeler certains points comme d'habitude. Tout d'abord, cette vidéo n'est qu'une base qui vous servira à constituer votre uniforme. Ce n'est en aucun cas une bible qui vous épargnera l'achat de livres, de magazines spécialisés ou même de faire des recherches sur internet. Ensuite, vous êtes sur le point de découvrir une présentation d'uniforme qui comporte des insignes qui ne sont pas censurés. Ceci est tout à fait volontaire, c'est pour respecter l'historique de l'uniforme. En aucun cas, je ne fais de politique dans ces vidéos comme d'habitude. Et attention, pas d'amalgame, ce n'est pas parce que j'ai des têtes de mort et que c'est un uniforme noir que c'est un uniforme SS. Et vous retrouverez l'intégralité des éléments que je présente dans la description de cette vidéo avec le timing correspondant. Créée le 10 novembre 1935 et renforcée le 10 octobre 1938, la 4e division de Panzer ne participe pas à l'Anschluss de l'Autriche et à la Tchécoslovaquie. En effet, elle restera à la frontière polonaise comme protection en cas d'attaque préventive des Alliés. Elle est ensuite intégrée au 16e Panzerkorps de la 10e armée du général Walter Reichenau. Le 1er septembre 1939, la 4e division de Panzer est l'une des premières à pénétrer en Pologne. Elle était équipée de 341 chars, dont 183 Panzer I, 130 Panzer II et 12 Panzer IV, et 16 chars de commandement. Malgré leur rapidité, la division subit de lourdes pertes, les Polonais ayant des armes plus performantes que le blindage des panzers allemands. Ainsi, près de 160 véhicules furent perdus dans la bataille, principalement détruits par des canons anti-chars AT Beaufort de 37 mm et des fusils anti-chars. Les Polonais n'avaient pas que de la cavalerie, et la charge meurtrière de Krojonty n'est restée qu'un cas isolé, contrairement à ce que la propagande allemande a pu dire ensuite. Avec le soutien de la 1re division de Panzer, la 4e réussit à atteindre Varsovie le 8 septembre et tente de prendre la ville par surprise. Malgré l'effet de surprise, l'objectif n'est pas atteint et de lourdes pertes sont à déplorer. Il fallut l'aide de l'artillerie et de l'infanterie motorisée de la Leibstandarte Adolf Hitler pour relancer un nouvel assaut, mais sans succès. Le manque d'armes du côté des Polonais est compensé par leur ingéniosité. Exemple, les Polonais ont répandu de la térébenthine dans une rue qui menait au centre-ville. Le liquide s'enflamma au passage des blindés allemands, détruisant d'un coup plusieurs chars sans qu'un coup de feu n'ait été tiré. Durant la bataille, la 4e division perdut 80 chars et il ne reste donc que 220 blindés opérationnels. La division est retirée du front, participe à une nouvelle bataille avant d'être retirée définitivement sur les rives du Rhin pour recevoir des renforts. En mai 1940 débute la campagne de France. La 4e division de blindés est rattachée à la 6e armée et participe à la Blitzkrieg sur Liège et Charleroi. Elle sera engagée contre le corps expéditionnaire britannique dans la poche de Lille, puis dans la poche de Dunkerque. Elle part ensuite vers le sud pour atteindre Grenoble au moment de l'armistice, fin juin 1940. Après plusieurs mois à avoir occupé la France, la division est rapatriée en Allemagne et réorganisée et renforcée par un 3e bataillon. Du 6 avril au 28 mai 1941, la division est engagée dans la bataille de Grèce pour venir en aide aux Italiens en difficulté face aux Grecs, plus combatifs que prévu. À noter que les soldats grecs ont été reconnus pour leur résistance autant par les Alliés que par les Allemands. La division participe à l'opération Barbarossa le 22 juin 1941. Elle participe à la bataille et à la victoire de Minsk puis celle de Kiev. À la veille de l'invasion, la 4e division de blindés dispose de 177 chars avec en majorité des Panzer III. La division se met en route vers Moscou en septembre, pour finalement se retrouver paralysée lorsque les pluies d'automne s'abattent sur le pays. Il fallut attendre le début du gel, début novembre, pour pouvoir reprendre leur progression, mais l'absence d'équipement hivernal devient un nouveau problème. Hitler ayant prévu une campagne rapide, les vêtements chauds et blancs, pour le camouflage, sont une denrée rare. De plus, les chars réagissent mal au froid. La division se retire le 5 décembre et subit de nombreuses pertes avec la contre-attaque soviétique. Un mois plus tard, elle n'aura plus que 25 blindés fonctionnels. Elle se retire vers la zone d'Orel où le dégel paralyse les forces soviétiques. Mais tout au long de l'année 1942, la division reste sur le même point et enchaîne une série d'accrochages, offensives, de contre-offensives, qui ressemblent à des guerres de position. Elle participe à la bataille de Koursk en juillet 1943, mais ses différents objectifs sont des échecs. La forçant à la retraite, elle passera l'hiver 43-44 près de Bobrusk.
Au printemps 1944, elle se rend en Pologne occupée et se défend difficilement contre l'offensive soviétique de l'opération Bagration, qui a commencé le 22 juin 1944. Elle est forcée de reculer comme le reste de l'armée allemande pour se retrouver à Varsovie. Elle réussit malgré tout à infliger quelques pertes aux soviétiques. Elle est transférée ensuite en Lituanie en soutien au groupe d'armée Nord. Rattachée à la 3e armée de Panzer, la division doit rapidement abandonner la Lituanie et la Lettonie et se retrouve explosée en plusieurs points. La 4e Panzer Division est alors engagée dans la poche de Courlande et la désorganisation complète de la division accéléra sa chute lors des offensives soviétiques d'avril à mai 1945. Certains membres de la division participeront à la bataille de Berlin, mais en vain, ils seront tous morts ou capturés. Au final, la 4e division de Panzer n'aura pas été maîtresse de son destin malgré le courage de ses combattants. En effet, sur toute l'existence de la division, 70 membres ont été faits chevaliers de la Croix de Fer, lorsque d'autres divisions n'ont eu que 20 à 40 membres chevaliers. 10 membres recevront la Croix de Chevalier de la Croix de Fer avec feuille de chêne et le général von Socken, lui, reçut la Croix de Chevalier de la Croix de Fer avec feuille de chêne et glaive, qui est une décoration distribuée à seulement 159 officiers entre 1941 et 1945. Les sapeurs pouvaient être intégrés dans des unités d'infanterie, mais dès le 10 mai 1940, ils furent aussi présents dans la division de Panzer. Ainsi, ils ont perçu de l'équipement d'infanterie tout en portant l'ensemble noir spécifique des Panzertruppen, ces derniers opérant depuis des engins blindés ou semi-chenillés. L'armement était identique à l'infanterie, mais ils disposaient également des équipements spécifiques aux sapeurs, tels les bungalers ou les mines. Apparu en 1934 lors de la création de l'uniforme des Panzertruppen, le pantalon noir en laine était distribué à toute la troupe blindée. Il n'y eut qu'un modèle tout au long de la guerre, mais certaines variations de fabrication pouvaient être observées, comme l'ajout d'un anneau pour y fixer la chaînette du montre à gousset, à glisser dans la poche prévue à cet effet sur l'avant. 2 poches obliques sont aussi situées sur les flancs, qui peuvent se fermer par un bouton. 2 poches sont situées sur les fesses et se fermeront par un bouton également. Le bas du pantalon pourra se serrer avec un lacet, permettant de blouser le pantalon sur les bottes. Les Panzertruppen avaient pour habitude de blouser par-dessus les bottes cloutées et non de rentrer le pantalon dans les bottes, comme le reste de la troupe. Aussi une manière d'éviter que les bottes ne soient un obstacle à une évacuation rapide du blindé. Les bottes cloutées à tige haute étaient réglementaires dans toute l'armée allemande durant tout le début du XXe siècle. Elles étaient brunes à l'origine, mais sont passées noires après la Première Guerre. Elles sont cloutées pour faciliter les déplacements sur le terrain, mais cela pouvait constituer un piège dans les bâtiments. Les troupes Panzer en avaient comme le reste de la troupe, mais elles ont rapidement été remplacées par des brodequins, cloutés ou non. Mais les sapeurs des Panzertruppen ont gardé les bottes systématiquement en dotation, ayant besoin de mettre les pieds dans l'eau et la boue plus facilement que les équipages de blindés. La hauteur des bottes diminuera en fonction de l'année de fabrication, pour économiser au maximum le cuir. Elles ne seront plus distribuées sur la fin de la guerre au profit des brodequins. La chemise réglementaire des Panzertruppen était la chemise en jersey gris foncé à col rabattu, mais il était très courant de retrouver des variantes civiles de cette chemise, comme cette chemise années 40. Une paire de bretelles est portée par-dessus pour maintenir le pantalon, bretelles réalisées en élastique gris. La chemise se ferme ici sur l'avant sur toute la longueur, mais certaines pouvaient se boutonner que sur la moitié. C'est à partir de 1943 que des poches se retrouveront sur le torse, avec la chemise M43. Une plaque d'identité est placée sous la chemise, sécable en 2 parties en cas de décès. Elle comporte le régiment d'engagement du soldat, le matricule d'engagement et éventuellement le groupe sanguin. Une cravate en régate noire est placée à l'avant de manière réglementaire, mais elle pouvait ne pas apparaître au combat, pour un meilleur confort et permettre d'accéder plus rapidement à la poitrine du soldat en cas de blessure, ou tout simplement pour récupérer la plaque. Le blouson croisé ou Panzerjacke est arrivé dès 1934 avec le pantalon, mais il connut plusieurs versions au fil des années. C'est ici un 2e modèle, sur 4, qui fut utilisé de 1936 à 1940, différenciable par l'ajout d'un crochet sur le col et de boutons permettant une fermeture complète du blouson en cas de grand froid. La spécificité des sapeurs était d'avoir un liseré noir, liseré impossible à distinguer sur une vareuse noire. Ainsi, il était décidé de mettre un liseré bicolore, blanc ou argent, et noir torsadé. Les pattes d'épaule sont directement cousues dans les manches de la vareuse, pratique qui changera assez rapidement après le début du conflit pour permettre un changement rapide en cas de changement d'arme. Le liseré se retrouve sur le col de ce 2e modèle de vareuse, mais n'était plus ajouté ensuite pour éliminer la spécificité de l'arme par simplicité pour l'intendance. Un aigle de poitrine 1er modèle se place sur le côté droit de la veste, et des pattes de colle spécifiques pour pionniers sont placées sur le col. Réglementairement, les Panzerpioniers devaient porter sur leurs pattes d'épaule le numéro de leur bataillon brodé en chiffres arabes. Dans la pratique, c'était peu suivi. Le grade de Bergefreiter ou caporal-chef est placé au milieu de la manche gauche. Il sera sur fond noir, contrairement à l'infanterie classique.
L'insigne de combat général est porté par notre soldat, ainsi que l'insigne des sports DRL en version bronze. Béret représentant le tankiste de 1140, le Schutzmütze fut utilisé par tous les Panzertruppen de manière réglementaire. Il n'était cependant pas adapté pour le combat, les équipages de blindés n'ayant pas la possibilité d'utiliser leur Kopfhörer avec. Les sapeurs, plus facilement au contact de l'ennemi, en dehors de leur blindé, préféraient également le port du casque M35. Le bonnet de police ou Fellmütze 34 est apparu en version noire en 1938. Il était encore Fellgrau avant cette date. Il comporte l'aigle allemand, la cogarde nationale, et le liseré à l'avant représente l'arme. Ici, un liseré blanc et noir a été ajouté par notre sapeur. Certains calots pouvaient ne pas avoir cette sous-tache. La coupe normale est d'aller d'une oreille à l'autre, mais des épingles à nourrice sont souvent rajoutées pour permettre un port sur le côté de la tête, plus à la mode à cette époque. Le bonnet de police a ensuite été remplacé par la casquette M43. Le Stahl M35 fut distribué à toute l'armée allemande dès mars 1935 pour remplacer les versions M1118 et M1134. Il sera disponible en 5 tailles et est constitué d'une coque en acier munie d'une coiffe en cuir montée sur lamelles en aluminium. 2 insignes ont tout d'abord été placés sur les flancs, un aigle et un blason tricolore, mais le blason a été enlevé par une directive de 1940, assez couramment non respectée. Les pionniers étant des troupes à pied et transportés majoritairement par des SDKFZ, le port du casque était donc vivement recommandé. Le breulage des Panzertruppen était normalement léger, mais la spécialisation des pionniers comme troupes pouvant être piétonnes rendait l'ajout de certains accessoires obligatoires. De plus, les équipages de blindés pouvaient stocker leurs affaires dans leurs chars, comme la gourde et les provisions, ce qui n'était pas toujours le cas pour les sapeurs. Étant chef de section, notre Obergefreiter s'est armé d'un MP38. Ainsi, des porte-chargeurs adaptés ont été placés sur le breulage. Ils contiendront 6 chargeurs de 32 cartouches de 9 mm, ainsi qu'une chargette non présente ici. Notre sapeur étant utilisé comme troupe piétonne, il était nécessaire pour lui de pouvoir s'approvisionner sur le terrain, mais le sac à pain était surtout utilisé pour faciliter le transport d'explosifs et autres outils de déminage. Une gourde M31 était portée sur le côté droit du sac à pain pour l'attraper plus facilement. L'ensemble sera porté sur un ceinturon en cuir noir qui se ferme par une boucle en aluminium avec la devise Gott mit uns, Dieu est avec nous. Ce ceinturon et sa boucle étaient spécifiques pour les hommes du rang et les sous-officiers. Après les atrocités causées par le gaz durant la Première Guerre, il était nécessaire pour les soldats de bien se protéger en cas de récidive. Le modèle de boîtier présenté ici est du modèle M38, apparu dès 1938 et utilisé jusqu'à la fin de la guerre. Les sapeurs étant directement au front et donc au contact d'éventuels pièges, il était nécessaire pour eux d'avoir un équipement adapté. La boîte contient le masque anti-gaz M38, la cartouche et des verres de rechange, contenus dans un petit compartiment sur le couvercle. Une sangle lui permet de mettre le masque autour du cou pour l'enfiler rapidement. Des variantes noires du masque existent. La boîte est une reproduction lorsque le masque est un original. Naturellement, ne respirez surtout pas dans la cartouche sans l'avoir vidée au préalable, il serait dommage de finir avec un cancer. La grenade M24 ou Stilengranate 24 est l'évolution de la grenade M15 de la Première Guerre. Surnommée presse purée, elle était plus efficace au lancer que les grenades classiques. Elle pouvait se transporter dans une mallette conçue pour 15 grenades ou être portée individuellement au ceinturon ou dans la botte. Il faut dévisser le capuchon à l'extrémité du manche en bois pour accéder à une perle en porcelaine, qu'il faudra tirer pour déclencher le détonateur de 5 secondes environ. La tête de la grenade peut se démonter pour permettre de créer des chapelets de grenades avec 7 têtes et un manche. Ces chapelets pouvaient servir d'armes anti-char. Le pistolet mitrailleur MP38 est l'évolution du MP36, lui-même une évolution du MP35, considéré comme trop encombrant pour le combat rapproché. Ainsi, l'armée allemande reçut en dotation le MP38, réalisé par la firme Herma. Il comporte de nombreuses innovations pour l'époque, rendant cette arme en avant sur les autres pistolets mitrailleurs des autres pays. Mais elle souffrait tout de même d'un défaut majeur, qui fut corrigé sur la version suivante, le MP40. Le pistolet mitrailleur coûtait trop cher à fabriquer et prenait du temps. L'utilisation de la bakélite pour les plaquettes était un pari pour l'époque, toutes les autres armes ayant du bois. Une crosse escamotable permettait d'épauler le pistolet mitrailleur et de tirer à la hanche de manière plus stable. Une bretelle réglable en cuir était fournie avec le PM. Il s'agit ici d'une réplique d'Airsoft de la marque AGM, montée avec un kit Shoei. Vous retrouverez le lien de la review dans la description de cette vidéo. La Tellermine M35 est apparue à partir du 3 décembre 1935. Elle était plus simple d'utilisation que la mine précédente
et disposait d'une charge de 5 kg, pour un poids total de 9,4 kg. Il fallait une pression de 90 kg sur les côtés pour déclencher la mine et 180 sur le centre de la mine, ce qui était trop lourd globalement, s'agissant d'une mine antipersonnel et anti-char. Elles étaient peintes en gris dans la première partie de la guerre, puis en jaune à partir de 1843. On peut voir le détonateur placé sur le sommet de la mine. C'est ici une reproduction sur laquelle la poignée a été raccourcie, la poignée d'origine n'étant pas réaliste. Il est assez difficile de trouver des photos de sapeurs des Panzers, mais malgré tout voici la silhouette d'un Obergefreiter. D'autres équipements de pionniers pouvaient se retrouver, comme d'autres mines, des détecteurs de métaux ou autres bangalores pour faire un passage dans des barbelés. Les sapeurs suivaient les mêmes règles que pour l'infanterie sur la perception d'armement. Ainsi, le chef de section était équipé d'un pistolet mitrailleur, lorsque les hommes du rang étaient équipés du Mauser 98K réglementaire. Notre Obergefreiter a participé à la campagne de France à bord d'un SDKFZ alors qu'il était intégré dans le Panzer Pioneer Bataillon 49 dans la 10e Panzer Division. Il a pu gagner son premier galon dès les premiers combats en mai 1840, permettant une rapide avancée en territoire ennemi et un déminage efficace. Il a ensuite été muté dans la 4e Panzer Division en tant qu'Obergefreiter dans le Pioneer Abteilung 79, juste après la campagne de France. Ainsi, nous le retrouvons ici lors de sa période d'occupation de la France. Les pionniers ont pu faire leur première sortie avec l'uniforme noir des Panzertruppen le 10 mai 1940, lors du lancement de la campagne de France, changement demandé par la Heeresmitteilung 40, numéro 624. Ainsi donc, ils démarraient la campagne avec des uniformes totalement neufs, laissant de côté les uniformes Feldgrau. De cette manière, ils étaient d'abord des Panzertruppen avant d'être des sapeurs. Ils arboraient alors le liseré noir et blanc sur les pattes de col, sur le col et sur les pattes d'épaule. Cependant, au fil de la guerre, la Waffenfarbe des épaulettes furent remplacées par un simple liseré noir. Le liseré de col fut enlevé après la campagne de France avec la livraison de blousons uniformisés. Par conséquent, seules les pattes de col conservaient le liseré bicolore tout au long de la guerre. A savoir qu'il y eut aussi des Panzerjacke Feldgrau pour des équipages de canons autoportés, et le liseré noir et blanc pouvait être porté, mais aussi uniquement le liseré noir. Les expérimentations de chars spécifiques pour le génie ont lieu en mars 1940, ceci afin de pouvoir suivre le rythme des blindés classiques. Ces chars ont été transformés pour poser des charges, ou d'autres eurent des ponts amovibles montés sur des châssis de Panzer III et IV. Généralement, c'est la 3e compagnie de chaque bataillon qui reçoit les blindés disposant des explosifs, sauf pour la 1re, 2e et 21e Panzer Division, où ce sera la 2e compagnie. En 1840, 60 blindés porte-ponts sont commandés et 20 construits, servant alors dans les 5 premières Panzer Divisions lors de la campagne de France. L'uniforme noir associé à des éléments d'infanterie pouvait être chose courante lors de la Deuxième Guerre, certains Panzertruppen devant parfois se battre comme fantassins après par exemple la destruction de leurs blindés. Le pistolet mitrailleur MP38 fut couramment utilisé par les Panzertruppen pendant la campagne de France, mais ils ont très vite été remplacés par des MP40. Voici ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner et à partager cette vidéo. Je tiens à remercier Asmi pour sa participation, vous pourrez retrouver sa chaîne dans la description, merci à lui. Et en parlant de description, je tiens à nouveau à remercier Parabellum Shop et War Militaria. Vous pourrez retrouver là aussi dans la description les liens vers les différentes boutiques, vous pourrez découvrir du matos qui est quand même assez intéressant. Allez jeter un coup d'œil. Mais si vous aussi vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mes pages Tipeee et MyTip. Là aussi les deux liens sont en dessous, mais vous pouvez aussi devenir subscripteur de la page pour avoir quelques avantages, des avant-premières ou des making-of par exemple, ça pourrait se faire. Tout ceci se retrouve là dans la description. Quant à moi, je vous retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos de concernant de répliques d'Airsoft, d'uniformes et de VIP. Salut! Quoi? Tu t'appelles comment? Joe!